Alors, bonjour tout le monde. Je vais commencer par partager mon écran. OK. Donc, il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Bon, après, dans le fond, j'avais fait une présentation en 2019 qui parlait comment planifier un projet. Et là, ben, je parle d'après-projet. Ça devait être l'année passée, mais vous savez, avec la pandémie qui est arrivée. Donc, je vais vous parler de rester motivé en santé après un projet majeur. Le plan de la présentation. Donc, la motivation après projet. Ensuite, je vais parler de co-gestion après projet parce que vous savez, au niveau de l'aspect humain, c'est important comment on travaille ensemble. Ensuite, je vais parler de gestion de conflits et prendre soin de soi parce que ça, c'est vraiment fondamental aussi, surtout après les événements qu'on vient de vivre dans l'année 2020, tout le monde ensemble. Donc, je voudrais faire un merci spécial à Cynthia Doyon, qui est conseillère en transfert de ferme au service de transfert de l'UPA, Michel Vaudreuil, qui est agronome conseiller au Centre multiconseil agricole, Audrey Dallaire, qui est conseillère en transfert et en ressources humaines au Centre multiconseil agricole, et Antonine Rodrigue, Isabelle Etier et Émilie Cossette, qui sont mes collègues provinciales conseillères en transfert de ferme. Antonine est au Bas-Saint-Laurent, Isabelle Etier et Émilie Cossette sont à Montérégie. Donc, la motivation après un projet, quelques éléments qui peuvent expliquer une démotivation. Parce que souvent, les gens font un projet, bon, il y a beaucoup d'énergie de mise dans le projet, on travaille fort et tout ça. Puis quand le projet est terminé, ben c'est pas rare que les gens disent, bah, finalement, tout ça pour ça. Donc, il faut vous dire d'abord que la démotivation, c'est un phénomène normal, tout à fait normal, parce que quand on vit quelque chose d'intense, après, c'est tout à fait approprié que ce soit pas si extraordinaire que ça. Je donne par exemple, bon, peut-être que plusieurs d'entre vous ont eu un enfant ou des enfants. Quand on est jeune, on rêve d'avoir des enfants. C'est un projet extraordinaire, c'est le projet d'une vie. Mais quand l'enfant arrive, il est super beau, il est magnifique, il est extraordinaire, mais il faut quand même se lever la nuit, il pleure, on ne comprend pas toujours comment ça se passe. Fait que, tu sais, il y a des fois aussi, il peut y avoir une démotivation ou une difficulté quand même vécue, même si c'est quelque chose qu'on a beaucoup désiré. Il y a des gens qui prennent leur retraite, c'est un autre phénomène extraordinaire, là. Les gens prennent la retraite, mais pendant la retraite, il y a souvent une phase de désorganisation où les gens ne sont pas bien. Donc, il faut se rappeler que c'est un phénomène qui est normal. Donc, c'est déjà plus facile à accepter. Il y a la question de la fatigue aussi qui est là, qui embarque. Et on sous-estime souvent l'effort immense que ça demande au niveau physique et au niveau mental de mener un projet majeur de construction ou des choses comme ça. On est souvent sous l'adrénaline. Puis l'adrénaline, ben, c'est dans le fond ce qui nous met en mode survie, en mode réaction. Mais après, quand on a été beaucoup sur l'adrénaline, on peut ressentir très facilement de l'épuisement, de la déprime, et même d'avoir des impacts au niveau du système immunitaire. Donc, la fatigue, ça va souvent être un élément qui va amener de la démotivation aussi. Ça va dépendre aussi comment ça se vit la transition, parce que, bon, beaucoup de projets qui ont été faits, les gens vont partir d'une étable attachée, entravée, à une étable à stabulation libre. Donc, comment ça se passe la transition? Est-ce que les vaches, bon, il va-tu avoir des problèmes? Souvent, des fois, on perd des vaches, on perd des animaux parce qu'il y a des animaux qui ne sont pas capables de s'adapter à ça. Bon, il y a des problèmes de perte qui arrivent parce que des vaches qui sont toujours à la même place versus des vaches qui circulent, c'est différent. Bon, il y a des vaches, des fois, qui vont on appelle ça éjarrer. Là. Mon conjoint, c'est ça qu'il dit, les vaches éjarées comme une truite. Là. Bon, ben ça, c'est des choses qui arrivent. Fait que si on vit beaucoup de pertes comme ça, même si on s'était préparé, c'est toujours plus difficile à vivre aussi. Ça dépend aussi des attentes de départ, s'ils étaient réalistes ou pas. Parce que souvent, au départ, on pense que quand on va faire un projet, tous les problèmes vont être réglés, il n'y aura plus de difficultés après. Mais ça, ce n'est pas nécessairement réaliste. Des fois, on peut décider qu'on va installer, bon, le vendeur va dire on va installer une RPM, tout va aller bien, tu vas augmenter ton lait par vache, tu vas avoir moins d'ouvrage. Mais dans les faits, ce n'est pas nécessairement ça qui se passe. Donc, c'est sûr que si les attentes n'étaient pas réalistes au départ, ça peut être plus difficile. D'autres éléments aussi qui expliquent, c'est effectivement la différence entre les attentes et la réalité qu'on voit souvent. Dans un projet, quand on réalise un projet, par exemple un projet majeur de construction ou quoi, on a souvent une date de fin. Bon, c'est sûr que la date de fin peut être plus ou moins rapprochée, ça peut prendre un peu plus de temps, ça peut prendre quelques semaines de plus, mais il y a quand même, on voit la fin de ça. Mais il n'y a pas de date pour un après-projet. C'est quoi la date de fin d'un après-projet? Des fois, là, ça arrive que souvent, après l'après-projet, il faut tout s'adapter, il faut tout ajuster ce qu'il y a à faire.
Puis, il y a même des fois des gens qui vont refaire un nouveau projet. Il y a des fois une phase 2 dans un projet. Je parlais justement avec un producteur cette semaine qui me disait, il a fait un projet majeur d'étable à robot de traite en 2016. Les vaches sont rentrées. Puis là, ils viennent faire une deuxième étape parce qu'il a fait une rallonge. Il a rajouté un autre robot. Donc, souvent, il va y avoir d'autres choses qui vont s'ajouter, ce qui va faire en sorte qu'il n'y a pas vraiment de dette pour l'après-projet. Il y a aussi la charge de travail qui est importante pour la mise en place. Parce que quand on fait souvent des projets, des fois, on va augmenter le nombre d'animaux. Donc, ça implique d'avoir plus de vaches, plus de vêlage, plus de veaux à s'occuper. Puis, tout le rodage qui doit être fait par rapport à la nouvelle installation, ça prend du temps. Fait que beaucoup de gens avaient l'attente que la charge de travail serait diminuée, mais pour diminuer la charge de travail, ça va prendre souvent plus de travail pendant une période donnée pour faire en sorte que ça puisse arriver à ça. Donc, ça, c'est sûr que ça peut être un élément qui est difficile aussi. Là, il y a la question de payer les dettes. Il y a souvent les gens, je dis payer les dettes, c'est sûr que ça dépend d'où on part, mais souvent les gens vont mésestimer l'impact que ça a de payer une dette alors que quand on était habitué de vivre avec un certain solde résiduel, puis on est plus endetté, les fins de mois sont plus serrées, ça devient difficile. Puis j'ai vu des situations où des gens que j'ai rencontrés, puis ben, dans le fond, la production de lait par vache, c'est pas au rendez-vous au départ parce que les vaches ils vivent beaucoup de stress, ils doivent s'adapter. Puis là, les gens trouvent ça vraiment difficile. Il y a plus de mammites. Des fois, les gens vont vraiment vivre beaucoup de stress à cause de ça. Aussi, il faut penser que quand on fait un nouveau projet, des fois, il y a des coûts supplémentaires reliés, par exemple, aux frais d'assurance, aux frais d'électricité, l'Hydro-Québec qui va augmenter. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer cette affaire-là. Fait que ça, c'est sûr que payer des dettes, ce n'est pas si stimulant que ça. Et la personnalité des filles, bien, souvent, dans les gens qu'on rencontre, on fait passer des fois des tests de personnalité. Puis, dans les tests de personnalité, des fois, il y a des personnalités des filles. Puis, ces gens-là, c'est des gens qui ont besoin d'avoir toujours des nouvelles, de nouveaux projets, de toujours faire quelque chose de différent, de nouveau pour qu'ils soient stimulés. Tu sais, la routine, le fait de pas, tu sais, quand on monte un projet, on voit la construction qui avance, on voit donc, dans le fond, on voit l'étape qui monte, on voit tout ça, c'est motivant. Mais quand on arrive dans la routine après, c'est moins stimulant pas mal que de faire un projet, que de monter des choses. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui me disait, bon, il a fait un projet en 2017, bon, son projet n'a pas donné les résultats escomptés au niveau de la production de lait par vache. Son pourcentage de dépenses est assez élevé, les frais des vétérinaires élevés. Tu sais, ça ne va pas comme il pense. Puis il me dit, j'ai plus de défis. Dans le fond, s'il n'y a plus de défis, c'est qu'il n'y a plus de nouveaux projets parce qu'il y en a qui carburent seulement à ça, les nouveaux projets. Donc, c'est sûr que si on est comme ça, c'est plus difficile finalement de s'adapter au niveau de la routine. Maintenant, il y a des moyens à prendre. Il y a quand même des moyens à prendre par rapport à ça. C'est important de se rappeler pourquoi on a décidé de faire un projet. C'était quoi les motivations qu'on a eues au début? Dans le fond, je parlais souvent des fois de diminuer la charge de travail. Des fois, on a décidé de faire un projet parce qu'on dit, bon, on manque d'employés, on va peut-être améliorer notre qualité de vie. Donc, c'est important de se rappeler ça. C'est sûr que quand on est encore dans la période de transition, on ne vit pas toujours les avantages, mais c'est important de se ramener à pourquoi on a fait ça au début. Puis quand je faisais ma conférence en 2019, je disais c'est important des questions qu'on doit se poser avant de faire un projet. Donc, ceux qui n'ont pas encore de projet, c'est important vraiment de se questionner sur pourquoi on veut faire un projet, puis qu'est-ce qu'on vise vraiment par rapport à ça. On doit aussi valoriser les succès, même minimes. Tous les petits avantages qu'on peut avoir, même si ce n'est pas grand-chose, il faut quand même les valoriser parce qu'on a souvent tendance à voir le négatif et pas le positif. Donc, les petits succès, ça peut être, bon, qu'il y a moins de vaches qu'on a besoin de pousser. Par exemple, si on a un robot, il y a moins de vaches à pousser. Donc, ça, c'est quelque chose de positif. Il y a une amélioration. On voit que les vaches bon, les vaches peuvent être plus calmes. Ils étaient des fois, dans les étables attachées, des fois, il y a plus de bruit dans une étable à stabilisation libre, les vaches sont calmes. Bon, des fois, le fait qu'on soit en stabilisation libre, on n'a plus besoin d'aller à l'étable le midi, bien, ça, c'est un avantage. On peut avoir une flexibilité d'horaire dans certaines situations. Donc, il faut vraiment valoriser les succès. Se donner du temps pour bien récupérer aussi. Quand je parlais tantôt de la fatigue qui est là, qui est de façon très importante, là, des fois, ça peut prendre jusqu'à 1 an avant qu'on soit capable de récupérer d'un projet. Puis ça, c'est sans compter si après un projet, on refait un autre projet parce qu'on a une phase 2 qu'on remet tout de suite après. Fait qu'il faut vraiment se donner le temps pour vraiment récupérer puis être capable justement des fois de mettre sur le break certains projets pour faire en sorte de récupérer parce que la fatigue va être là, puis ça va finir par faire juste une grosse accumulation. Puis avoir d'autres centres d'intérêt que l'entreprise. C'est sûr que si on est capable de faire autre chose que juste travailler, bien, je pense que ça peut aider vraiment à plus se sentir motivé par rapport à un projet.
Là, maintenant, je parle aussi d'éléments qui sont des sources de désaccord entre les associés qu'on peut voir, qui se vivent pendant les projets ou pas. Donc, la répartition des tâches et des responsabilités, bien, des fois, c'est sûr que quand on est dans une nouvelle situation, bien là, il y a comme des nouvelles responsabilités à faire. Donc, c'est important d'être capable de vraiment bien s'adapter à ce niveau-là pour que les choses puissent bien se passer. Il y a la question des méthodes de travail différentes aussi. Donc, des fois, on voit les choses différemment. Bon, un exemple, je parle souvent des robots de traite parce que je sais qu'il y a plusieurs gens qui ont fait des projets à ce niveau-là. Bien, il y en a, par exemple, deux associés qui ne verront pas aller pousser des vaches, ils n'auront pas la même tolérance. Ils disent, bon, si la vache, elle n'a pas été extraire après 5 heures, il faut aller la pousser, alors qu'un autre associé peut dire, ben ça peut prendre encore 8, 10, 12 heures. Là. Parce que j'ai connu des gens qui ont fait des projets comme ça, puis ils allaient pousser les vaches, aussitôt que les vaches retardaient de 1 heure, ils allaient pousser les vaches, mais là, ça crée quand même certaines distorsions entre les associés qui n'ont pas la même façon de voir les choses. Le rythme de travail qui peut être différent aussi, des associés qui veulent donner des grosses poussées, ils vont donner des go, puis après ça, on prend ça plus relax, versus quelqu'un qui veut travailler toujours lentement, mais sûrement, mais qui est capable de durer très, très, très longtemps. Donc, c'est sûr que ça peut créer certaines divergences entre les associés. La ponctualité aussi, bon, les gens, des fois, il y en a qui vont se tiquer beaucoup parce que l'associé arrive pas toujours aux mêmes heures que lui. Mais dans une ferme laitière, est-ce qu'on est obligé de toujours rentrer à la même heure et de toujours sortir à la même heure? Ça, c'est souvent un paradigme que les gens ont, sauf que avec les nouvelles façons de faire, avec une nouvelle étape, est-ce que c'est obligatoire que ce soit comme ça? C'est sûr que si c'est toujours la même personne qui arrive en premier le matin, puis c'est toujours la même personne qui sort le soir, elle arrive plus de bonne heure, puis elle sort toujours la dernière, bien là, il va y avoir un problème. Sauf qu'on peut peut-être trouver des façons différentes de faire les choses pour que la ponctualité ne soit pas une source de désaccord. La question de la propreté aussi, donc des gens qui sont très, très, très propres, dans le fond, que tout soit à sa place, tout soit impeccable, versus un associé qui, lui, ben, il se retrouve dans son bordel finalement. Tout est à l'envers, mais il est capable de se retrouver, ou l'associé qui dit, ben, le ménage, c'est pas important parce que ça ne rapporte pas vraiment de revenus. Donc, c'est sûr que quand on a une difficulté avec des associés à ce niveau-là, ben, celui qui est très, très propre, il doit être capable de lâcher prise un petit peu. Puis celui qui en fait pas du tout, ben, il peut peut-être essayer de faire un effort pour mieux accommoder, dans le fond, son associé qui est vraiment un maniaque de propreté. La question d'utilisation du cellulaire, bien, ça, c'est une nouvelle réalité. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant, l'utilisation du cellulaire, parce qu'il n'y en avait pas carrément. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des gens qui disent, ben, c'est gossant, il me semble que mon associé est toujours sur le cellulaire. C'est sûr que si le cellulaire est un très bon outil de travail, puis souvent, il y a beaucoup de gens ils vont aller chercher des données à ce niveau-là, ils vont communiquer avec des fournisseurs, donc ils vont passer du temps. C'est sûr que si vous êtes sur le cellulaire pour prendre des Snapchat ou ben, pour aller sur Facebook, voir c'est quoi les nouvelles, ben là, c'est peut-être que ça peut devenir quelque chose qui est différent. Si on a une dépendance au cellulaire, mais c'est sûr que ça, c'est quand même une nouvelle réalité qui peut créer certaines distorsions au niveau des associés. Les priorités d'investissement aussi, ben, c'est sûr que si quelqu'un est plus, on dit souvent dans les associations qu'il y a des gens d'étable puis il y a des gens de champ, ben, des fois, ça peut créer certaines difficultés si les personnes d'étable veulent investir au niveau plus de la confort des animaux ou des choses comme ça, versus ceux qui sont champs, ben, qui veulent investir plus dans la machinerie ou dans le drainage ou des choses comme ça. Fait que des fois, les priorités d'investissement peuvent amener certaines difficultés. Ou la gestion du stress, ben, des gens qui sont vraiment pas stressés du tout, qui vont être vraiment dire, bon, on traversera la rivière quand on va être rendu là, on va voir les choses telles qu'elles sont, versus quelqu'un qui est stressé, qui veut que les choses se passent vite, puis tout ça. Fait que c'est sûr que ça, c'est des situations qui peuvent amener certaines distorsions au niveau de la cogestion. Donc, ça m'amène finalement à parler de la gestion des conflits. C'est quoi un conflit? Un conflit, ça peut être un antagonisme, une opposition de sentiments, d'opinions entre des personnes ou entre des groupes. Des synonymes, c'est opposition, désaccord, lutte, divergence, rivalité, malentendu, combat. C'est sûr que quand on parle de désaccord entre associés ou de désaccord ou une opposition, c'est moins pire que parler de conflit. Donc, c'est un mot qui peut être utilisé euh, différemment pour amener un mot plus doux par rapport à qu'est-ce que c'est un conflit. Maintenant, comment ça naît un conflit? Comment ça commence un conflit? Je vais vous donner un exemple dans ça. Dans le fond, c'est tout ce qui est dit et tout ce qui est non dit, tout ce qui est interprété. Je vous donne un exemple, par exemple, A qui arrive à l'étable le matin, qui a eu une mauvaise nuit, il a mal dormi. Fait que là, il rentre, puis il regarde pas son associé B qui est là. Fait que là, B interprète. Là, il pense dans sa tête que
Si A ne le regarde pas, c'est parce que A, il est fâché, parce que, dans le fond, hier, B, il a fait un commentaire sur la propreté dans la laiterie, puis là, A, il est encore stické là-dessus. Fait que là, B interprète ça. Fait que là, B, il passe à côté de A, puis là, il fait des gros yeux. Là, A interprète en disant, OK, il est encore fâché à cause d'hier, puis là, c'est un maudit chialeux, c'est vraiment poche, c'est un maniaque de propreté. Fait que là, réagit, il va dire, maudit chialeux, t'arrêtes pas de chialer, puis reviens-en avec ta maudite laiterie. On a un conflit. Donc, souvent, un conflit, c'est souvent banal. C'est souvent par des niaiseries, puis c'est des choses qu'on interprète, qu'on pense que l'autre dit. Un conflit peut arriver juste par un regard ou par une absence de regard. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très subtil, mais d'où l'importance que si on vit des conflits, c'est important d'apprendre à les gérer et les régler. Donc, c'est sûr que les conflits, ils ont des impacts négatifs et ils peuvent quand même avoir des impacts positifs. Parce que tantôt, je vais le dire, un conflit, c'est quelque chose qui arrive de façon fréquente. Quelqu'un qui vit jamais, jamais, jamais de conflit ne veut pas dire que tout est correct parce que je me souviens de deux associés qui m'avaient dit on ne s'est jamais chicané, jamais, jamais. On a été associés pendant 5 ans ensemble. Puis la première fois qu'on s'est parlé, ben, mon associé a dit qu'il sacrait son camp. Donc, il n'y avait pas de conflit, mais il y avait quand même quelque chose qui était là. Donc, les impacts négatifs, il peut y avoir beaucoup de tension, de l'agressivité, du stress, de la démotivation, perte d'énergie, de l'insécurité, de l'impuissance. Les gens qui vivent des conflits me disent souvent que c'est beaucoup plus difficile à vivre un conflit que de faire une grosse journée de travail. De travailler une grosse journée de foin, c'est beaucoup plus grugeant en termes d'énergie de vivre un conflit que de faire une grosse journée de travail. Pour les autres membres de l'équipe aussi, les membres qui ne sont pas, c'est sûr que là, je parlais d'agressivité, tout ça pour les deux parties en cause, mais souvent dans une entreprise, il y a plus que deux personnes. Il y a des fois, surtout dans des situations de transfert de ferme, il y a des parents, il y a les autres relèves et tout ça. Donc, les autres peuvent vivre de l'agacement. La création de clans, bien, ça fait des fois, si les deux personnes sont en conflit, souvent, on va avoir tendance à prendre pour un ou pour l'autre. Donc, on peut faire du rejet, on peut vivre beaucoup de stress, de la méfiance, de la démotivation ou le sentiment d'être pris en sandwich aussi. Moi, dans les situations de transfert de ferme que je vis, il y a beaucoup de mères qui vont vivre le sentiment d'être prises en sandwich entre le conjoint et le fils parce qu'eux autres, ils ont un conflit. Donc, ça, c'est un sentiment qui est très difficile aussi. Mais ça arrive aussi entre associés. Des fois, ce sont trois associés, puis il y en a un des trois qui, lui, n'est pas dans le conflit, mais qui se sent toujours comme pris en sandwich là-dessus. Souvent, quand on vit un conflit là-dedans, les gens, ils sentent comme les personnes en conflit voudraient que les gens prennent pour eux autres, mais ça crée vraiment un malaise de la part des autres personnes. Au niveau aussi des tâches et des résultats, bien, ça fait que ça peut créer vraiment de l'inefficacité. De l'inefficacité parce que des fois, il y a des gens qui vont faire deux fois la même tâche. Des fois aussi, les gens vont rentrer à l'étable à des périodes différentes pour ne pas se voir, pour ne pas se croiser à l'étable. Donc, c'est sûr que ça crée de l'inefficacité. Ça peut amener de la lenteur, du dédoublement dans certaines choses. J'ai vu des cas où les gens avaient collé parce que ça n'en était pas parlé, ils avaient collé toutes les deux du maïs ben, dans le fond, pour remplir les silos de maïs. Puis finalement, il est arrivé une vanne de plus qui était prévue parce qu'il y avait appelé les deux, puis finalement, il n'y avait plus de place à le mettre. Donc, vraiment ça. Des projets bloqués aussi par des conflits. Des fois, même, il y a des fois qu'il y en a qui refusent de signer. Ils disent, moi, je ne signerai pas les chèques, je ne signerai pas, même si c'est des fournisseurs, moi, j'arrête de signer les chèques. Je ne veux pas signer pour les renouvellements de prêts parce que les projets, donc, ça peut créer des projets bloqués. Des difficultés financières aussi. Il y a beaucoup de cas où les gens vont, ça va amener des difficultés financières. Des fois, les gens ils vont faire des achats sans en parler aux autres. Ils vont dire, bon, moi, je mérite de me gâter, je vais acheter un tracteur. Donc, ça peut amener des difficultés dans l'entreprise. Et ça, finalement, si le conflit n'est pas réglé, bien, il peut y avoir des démissions, des dissociations puis des ventes. Je suis certaine que tout le monde connaît des entreprises qui ont fait en camp suite à un conflit qui n'était pas réglé. Donc, les impacts positifs, par exemple, ça peut amener à l'encourager l'examen d'enjeux plus intensivement. Dans un dossier, il y avait des deux frères qui travaillaient beaucoup ensemble, puis il y avait toujours comme une insatisfaction.
de la part de un par rapport à l'autre, tu échelais souvent. Puis là, on s'est rendu compte qu'au niveau de la répartition des tâches, responsabilités, bien, c'était celui qui s'occupait plus de la comptabilité, c'est lui qui avait le contact avec les fournisseurs, c'est lui qui avait le contact avec les intervenants. Puis l'autre, il se sentait comme un exécutant, juste un exécutant. Donc, on en a jasé. Puis là, finalement, quand ils ont des rencontres importantes, bien, tous les deux participent. Donc, des fois, ça permet de voir un peu c'est quoi qu'il y a derrière, puis ça permet de voir des enjeux qui sont plus importants. Ça peut aider à clarifier les pensées, les valeurs et les croyances de un et de l'autre. Donc, ça permet d'approfondir la connaissance de l'autre. Si, par exemple, pour un associé, lui, il veut prendre souvent des congés, puis l'autre, il chiale après tout le temps, mais on finit par comprendre que sa valeur pour lui, de s'occuper de sa famille, d'être présent, c'est important, bien, ça peut permettre de faciliter, dans le fond, notre compréhension de l'autre aussi. Ça peut ouvrir la porte à des nouvelles idées aussi. Bon, je parlais tantôt de prendre des congés. Des fois, je vois des difficultés à ce niveau-là, un associé qui veut prendre plus de congés, puis l'autre, il ne veut pas en prendre beaucoup, puis là, on n'arrête pas de s'obstiner là-dessus. Bien, une nouvelle idée qui avait été apportée, c'est que celui qui prend congé, la ferme, elle paye pour avoir un employé, celui qui prend congé pour aider l'autre, celui qui reste sur la ferme. Puis celui qui reste sur la ferme et qui ne prend pas de congé, bien, lui, on peut y verser un montant d'argent équivalent, puis il fera ce qu'il veut avec ça. Fait que, tu sais, il y en a celui qui veut prendre congé peut le faire, puis celui qui ne veut pas prendre congé, bien, ça lui donne quand même, il ne perd pas d'avantage par rapport à l'autre. Donc, des fois, ça peut amener des nouvelles idées. Ça peut permettre de développer certains traits de personnalité aussi. Bien, si on vit des conflits et qu'on arrive à bien les régler, bien, on peut développer une certaine conciliance, devenir plus conciliant avec les autres. On peut devenir une personne plus compréhensive. On peut devenir une mauvaise personne, une meilleure personne. Donc, ça peut faire en sorte que on devient plus agréable à vivre. Mais ça, c'est sûr qu'il faut apprendre à gérer les conflits. Maintenant, comment les conflits se réglaient avant? Bien, avant, là, on parle d'avant, il y a peut-être plusieurs années, bien, il y avait des fois beaucoup de refoulement. Les gens refoulaient beaucoup. La bouderie. La bouderie, on la voit encore aujourd'hui, malheureusement. La bouderie, c'est quand les gens ils disent, bon, dans le fond, non, il n'y a pas de problème, tout est correct. Mais savez-vous ça que quand ceux qui adoptent ça comme mode de réaction avec les autres, c'est quand même, il y a beaucoup de violence dans la bouderie parce que dans la bouderie, il y a l'ignorance de l'autre. Donc, c'est important de ne pas bouder parce que ça crée juste plus de distance. Il y avait la retenue, la discrétion qui était de mise, était valorisée. Les gens ne parlaient pas beaucoup. Les dialogues et les discussions étaient difficiles. Puis l'autorité était rarement contestée. Dans l'ancien temps, il n'y a pas si longtemps, dans le fond, le leadership était directif. Tu sais, les gens disaient on respectait nos parents. Parce que c'était nos parents, on les respectait. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Donc, le leadership était directif, c'était un boss, puis les autres avaient à faire comme ça. C'était plus souvent le père qui était directif. Les gens étaient plus habitués à se faire diriger, puis il y avait moins tendance à réagir. Il y avait des temps de réconciliation aussi au jour de l'an ou les grandes fêtes religieuses à Pâques. Là, on se réunissait en famille, puis là, on se donnait une poignée de main, puis tous les conflits étaient oubliés. On s'excusait, puis on vivait avec. Puis il y avait aussi l'humour. L'humour est utilisé aussi maintenant. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau des conflits, on va s'affirmer davantage. Les mots ont plus d'importance. Malgré que s'affirmer davantage, ce n'est pas tout le monde qui s'affirme davantage. Il y a encore des producteurs et productrices agricoles qui ont de la misère à parler. Ce n'est pas évident, mais quand même, on le sait que les gens parlent plus. On est plus ouvert à la discussion de façon générale aussi. On se permet de remettre en question les règles. Quand on parle de différence de génération, bien, c'est sûr que les relèves, les jeunes aujourd'hui, habituellement, sont plus, ils remettent plus en question les règles. Le code relationnel est moins, il y a moins de hiérarchie, puis le leadership va être plus partagé. On parle beaucoup de co-gestion d'entreprise, parents-relève et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a comme plusieurs têtes. Fait que ça implique d'avoir plus de discussions, plus de dialogue, ce qui n'est pas toujours évident. Fait qu'au niveau de la gestion de conflits, ça peut avoir un impact aussi. La question d'humour aussi est encore utilisée, mais l'humour, il faut faire attention il y a l'humour puis il y a le sarcasme aussi. Quand on fait toujours des sarcasmes, les gens autour de nous, ils sentent il y a un message pas gentil là-dedans. Il faut quand même utiliser le sarcasme avec beaucoup de retenue. Mais malgré tout, même s'il y a des différences de génération entre la relève et les parents, qui est différente de comment les gens pouvaient vivre avec leurs propres parents, on dirait que, en tout cas, moi, je constate que la loyauté puis le lien filial demeure encore assez présent au niveau du milieu agricole. C'est d'ailleurs pour ça que les transferts de ferme continuent de se faire et de se concrétiser. Maintenant, comment on résout les conflits?
Il y a la résolution selon la collaboration. Donc, je vais expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est selon la confédération, la collaboration. Donc, c'est de se fixer des objectifs communs, se concentrer sur ce que l'on partage plutôt que ce qui nous sépare. Si on est deux associés, par exemple, puis qu'on a des façons différentes de voir comment on pourrait améliorer, par exemple, la moyenne de lait par vache. Si c'est ça notre objectif, dans le fond, on veut augmenter la moyenne de lait par vache, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on souhaite par rapport à ça? C'est d'augmenter les revenus de l'entreprise. Donc, au lieu de se chicaner sur comment on pourrait augmenter la moyenne de lait par vache, on devrait plutôt penser comment on pourrait essayer d'améliorer les revenus de l'entreprise. Donc, il faut se concentrer sur les objectifs, sur ce qui nous unit, plutôt que ce qui nous sépare. Donc, essayer de dire, OK, on veut augmenter, dans le fond, les revenus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Donc, c'est important d'y aller de cette façon-là. On doit apprendre à distinguer les gens du problème aussi. Se concentrer sur le problème et non sur les traits de personnalité. C'est sûr que si notre objectif, c'est d'essayer de changer l'autre personne, bien, on est peut-être mieux de pas être avec cette personne-là. Tu sais, des fois, dans des couples, les gens, des fois, ils veulent changer. Puis ça, c'est plus souvent des femmes qui disaient qu'ils veulent changer leur mari. Bien, c'est peut-être mieux de changer le mari plutôt qu'essayer de changer l'autre parce qu'on n'y arrive pas. La seule personne sur qui on a du pouvoir, c'est sur soi-même. Donc, il faut essayer de se concentrer sur le problème et non sur les traits de personnalité. Si la personne dit quelque chose qui n'est peut-être pas une bonne idée, bien, ça ne fait pas d'elle une personne stupide. Si on traite quelqu'un de maudit cabochon, je ne pense pas que ça va aider à régler le problème. Donc, on doit se concentrer sur le problème et non sur les traits de personnalité de l'autre personne. Se concentrer sur les intérêts et non sur les positions. Les intérêts, c'est ce qui est important pour moi, c'est les besoins, les exigences. Les positions, ce sont les demandes. Par exemple, si la position, c'est de dire, moi, je veux prendre un congé le vendredi. Bon, les deux associés s'obstinent pour prendre un congé le vendredi soir. Bien, ça, c'est la demande. Ça, c'est la position, la demande. Maintenant, l'intérêt, c'est pourquoi? Bien, il y en a qui peut dire, ben moi, j'aimerais ça le vendredi soir parce que ma conjointe ne travaille jamais le vendredi. Puis on pourrait prendre du temps ensemble, alors que l'autre, sa conjointe, elle travaille à tous les soirs de la semaine, sauf le jeudi. Donc, on pourrait très bien dire, ben moi, je vais prendre le jeudi, toi, le vendredi. Et si on reste sur la demande, moi, je veux le vendredi, moi, je veux le vendredi, bien là, on n'arrive pas à trouver la solution, alors que si on va vers le besoin, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, on peut essayer de trouver des solutions qui sont profitables à tous. Dans le fond, faire preuve de créativité et de gros bon sens. Bon, il y avait deux associés qui s'obstinaient par rapport au niveau de la charge. Puis là, on essayait d'avoir, ils disaient, ça nous prendrait un employé de plus à l'étable. Puis là, on disait, on n'a pas les moyens de te payer. Puis là, on s'obstine par rapport à ça. Bien, qu'est-ce qui a été convenu comme créativité? C'est que la conjointe d'un était prête à venir pouvoir travailler à l'étable, mais elle a des jeunes enfants, mais elle serait prête à venir travailler plus. Fait qu'au lieu de penser à engager un employé, parce que c'était ça qu'on pensait au départ, bien, on pourrait finalement trouver, payer une gardienne pour permettre à la conjointe de venir travailler plus. Donc, des fois, faire preuve de créativité, trouver des nouvelles idées, puis le gros bon sens a toujours sa place au niveau de la façon de régler les conflits. Définir le succès d'après les gains et non d'après les pertes. Donc, d'essayer de voir est-ce que le règlement qu'on a va apporter une amélioration par rapport à la situation initiale. Bon, si, je ne sais pas, si on a pensé, dans le fond, on s'obstinait pour savoir si on devrait s'acheter un robot pour l'alimentation, puis là, il y en a qui disent non, on n'a pas les moyens, puis l'autre, il dit je veux qu'on en ait un, puis finalement, on décide d'en acheter un. Bien, celui qui n'était pas son idée, est-ce qu'il y a eu un avantage pareil? Parce que peut-être que le fait qu'il ait plus besoin d'aller à l'étable le midi, ça peut être un gain par rapport à la situation initiale. Puis souvent, quand on est en gestion de conflit, c'est qu'il faut se rappeler, c'est-tu mon idée qui est importante, c'est-tu ton idée qui est importante, ou c'est pas plutôt le bien de l'entreprise? Donc, qui perd, qui gagne, c'est ça qui est plus important plutôt que qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise, puis est-ce que tout le monde va en retirer quelque chose. Donc, c'est important de sortir de sa position pour essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux pour tous. Puis souvent, une idée va être agrémentée par l'autre idée, qui va être agrémentée par l'autre, puis finalement, l'idée qui sort, c'est l'idée de tout le monde. Parce que c'est-tu important de dire j'ai gagné, j'ai perdu? Bien, je pense qu'au final, ce n'est pas ça qui compte le plus. Ensuite, les autres méthodes de résolution, il peut y avoir la négociation. Bien, ceux qui ont des jeunes enfants, ils peuvent savoir, les jeunes l'adorent. Moi, des fois, quand les enfants étaient jeunes, on négociait, je disais, t'aimes-tu mieux faire la vaisselle ou t'aimes mieux passer à la balieuse? Je donnais deux choix comme ça. Puis, il disait, hey, maman, il me semble que tes choix ne sont pas intéressants, mais c'était un ou l'autre. Et là, je parle de ça, mais quand on est en négociation avec un associé, il faut qu'on soit prêt à faire des concessions tous les deux.
Il peut y avoir la médiation aussi, où il va y avoir un tiers qui va suggérer des solutions, mais n'impose pas. Quand on parle de médiation ou de conciliation, la médiation, ça va se passer en présence des deux personnes, alors que la conciliation, il va en avoir un qui va rencontrer une personne, puis après ça, le conciliateur va rencontrer l'autre, et après, il va y avoir une discussion. Donc, c'est un peu différent. La conciliation, le tiers va servir d'intermédiaire, ou l'arbitrage, qui va avoir un tiers qui va imposer la solution. C'est sûr que quand on parle de résolution de conflit, puis qu'on parle d'arbitrage, on est des fois rendu à ce que l'arbitrage, ce soit un juge, puis là, on n'est pas nécessairement. Mais des fois, ça peut arriver de faire appel à quelqu'un d'extérieur qui va dire, ben moi, je sais que c'est ce que Si les deux sont d'accord pour le principe d'arbitrage, ça peut être une solution pour régler un conflit. Mais j'espère de ne pas être que vous soyez obligé de vous rendre à l'arbitrage. Pour prévenir l'apparition des conflits, ben, faire des rencontres d'équipe régulièrement. C'est sûr qu'il vaut mieux prévenir que guérir. J'en avais parlé lors de ma dernière conférence. Dans des rencontres d'équipe, c'est quelque chose qui permet de pouvoir se parler, de se comprendre. Puis ça aide beaucoup. Avoir une bonne définition des rôles et des responsabilités de chacun. Par rapport à ça, on en a parlé tantôt. Avoir une bonne atmosphère de travail. Donc, prendre du temps pour prendre un café ensemble, se dire bonjour, prendre une bière de temps en temps l'après-midi, avoir une saine communication, parler aux autres comme j'aimerais qu'on me parle aussi. Donc, c'est ça. Ça, c'est vraiment des choses qui sont quand je viens pour dire quelque chose à quelqu'un, on peut se poser la question, est-ce que j'aimerais ça qu'on me parle comme ça? Puis si la réponse est non, ben il faut changer notre façon de communiquer. Prendre les incidents au sérieux aussi. Pas penser que, dans le fond, un conflit, c'est une accumulation de petits incidents. Je dis souvent comme image, un conflit, c'est comme une crotte sur le cœur. C'est une crotte. Un incident, c'est une crotte sur le cœur. Puis là, si on ajoute les crottes sur le cœur, ben, les crottes sur le cœur finissent par faire un tas de fumier. Puis après ça, quand on vient pour brasser, là, ça devient difficile. Donc, c'est important, quand il y a des choses qui se passent, de quand même prendre ça au sérieux. C'est sûr que des fois aussi, il faut être capable de passer par-dessus certaines affaires. Tout ne peut pas être important parce qu'à ce moment-là, on n'est pas fait pour travailler avec d'autres personnes. Ne pas nier le conflit aussi. Il y en a qui disent, moi, j'aime pas, je veux pas vivre de conflit, donc il n'y en a pas. Mais il faut penser que si on nie le conflit, il est là, puis il va quand même ressurgir à un moment donné. Donc, il ne faut pas nécessairement le nier. Éviter de blâmer, d'accuser ou de rabaisser l'autre. C'est sûr que si on traite les autres de niaiseux, puis d'épais, puis de sans dessin, puis que ça n'a pas d'allure d'être avec toi, bien, c'est sûr que ça n'aidera pas du tout. Puis de penser avant d'agir. Penser avant d'agir, des fois, c'est quand on est dans une situation, est-ce que je devrais le dire? Est-ce que je devrais faire un commentaire? Puis si vous vous posez cette question-là, la plupart du temps, je vous dirais, dites-le pas. Parce que si vous pensez que c'est peut-être pas une bonne idée, bien, ça se peut fort bien que ça ne soit pas une bonne ididée. Il y avait l'humoriste Patrick Huard qui disait, il faisait des jokes, il parlait de comment des fois sa blonde, elle lui pose des questions. Puis il disait, si votre blonde vous demande est-ce que j'ai engraissé, il disait, ferme ta gueule, ne réponds pas. Donc, là, je fais une blague à ce niveau-là, mais c'est important des fois, quand on dit est-ce que je devrais faire le commentaire ou pas, bien des fois, on est mieux de ne pas le faire parce que ça risque d'amener plus de conflits que d'autres choses. Trouver la véritable source du problème. Donc, c'est quoi vraiment le vrai problème? Puis, admettre ses propres erreurs. Bon, à dire, je me suis trompée, je pense que ça, c'est correct aussi. Puis, voir les conflits comme un phénomène naturel inévitable, il n'y a pas d'échec, seulement des apprentissages. Mais ça, c'est sûr qu'il faut vraiment apprendre à gérer les conflits. Parce que si on ne gère pas le conflit, ça va devenir quelque chose qui va envenimer finalement la situation au niveau de l'entreprise, puis ça va être difficile. Maintenant, prendre soin de soi, des sources de stress possibles, parce que là, je vais terminer avec cette partie-là. Ça va faire, je pense, une bonne transition avec la présentation suivante avec les gens d'Au cœur des familles agricoles. Donc, c'est sûr que les sources de stress, c'est l'aspect financier de l'entreprise. Bon, tantôt, je parlais à quel point les dettes, ça peut être important. C'est sûr que les gens qui vivent beaucoup, beaucoup de stress financier, c'est vraiment, vraiment difficile à pouvoir vivre. Longues heures de travail, surcharge de travail. Les gens qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'une noirceur à l'autre tout le temps, puis des fois le soir, il y en a qui rentrent à 10, 11 heures le soir. C'est sûr que ça amène beaucoup de stress. Le manque de sommeil aussi, bien, forcément, si on travaille trop, des fois, on peut manquer de sommeil ou des fois, c'est parce qu'on est stressé beaucoup, on fait de l'insomnie. Les conflits avec les associés, j'en ai parlé tantôt. Les objectifs personnels irréalistes. Ben, tu sais, je me souviens d'une femme, puis elle voulait être toute parfaite à la maison, son ménage soit fait. Puis elle me disait, bon, elle travaillait à l'étable, puis là, la moyenne de lait par vache était à 12 000 kilos. Là, je ne me souviens plus si on dit ça encore, là, mais en tout cas, 12 000 kilos de lait par vache. Puis là, elle disait, oh, je ne peux pas baisser en bas de ça, mais elle passait tout son temps dans l'étable. Puis elle voulait revenir à la maison, puis tout soit fait, mais Mané, elle était comme vraiment épuisée. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à considérer. L'augmentation de la paperasse, l'ajout des normes, des contrôles. Hein, vous savez, tous les agriculteurs, agricultrices le disent, on en ajoute de plus en plus. C'est difficile à gérer. Les nouvelles compétences à développer, bien, quand on développe
une nouvelle entreprise, maintenant, l'informatique est importante à gérer. Quand on a des nouveaux systèmes, une nouvelle salle de traite, il faut apprendre à la gérer. On a des robots de traite, il faut travailler avec la robotique, il faut travailler avec les ordinateurs. Donc, ça, on a toujours des nouvelles compétences à développer. On ne le sait pas trop. Quand on a des nouvelles machines, on ne sait pas comment les réparer parce qu'ils n'ont jamais brisé. Puis, des fois, il y a des affaires électroniques qu'on ne connaît pas. Donc, il y a toujours des nouvelles compétences. Les frustrations créées par la technologie défectueuse. C'est sûr qu'il y a 30 ans, on ne parlait pas de ça parce qu'il n'y avait pas de technologie. Maintenant, il faut faire, quand on a besoin des ordinateurs, l'ordinateur plante, on veut consulter le DSA, ça ne marche pas. On n'a pas assez de Wi-Fi, c'est difficile. Donc, des fois, ce sont des choses qui amènent du stress. La continuité de l'entreprise, c'est sûr que je suis bien placée pour le savoir en étant conseillère en transfert, mais c'est sûr que le transfert, c'est une source de stress pour plusieurs personnes. Les inquiétudes face aux impondérables, la nature, les maladies des animaux, la fluctuation, des choses qu'on ne contrôle pas, mais on peut quand même vivre du stress. Les changements fréquents et la résistance au changement. Tu sais, quand on parlait tantôt, on parle de projet. On a choisi le projet, on a désiré le projet, mais veut pas, même si on vit ça, ça amène du stress, puis ça amène du stress pour l'après-projet aussi. Ensuite, apprendre à reconnaître les situations, des façons pour nous aider finalement à prendre soin de soi, c'est apprendre à reconnaître les situations qui nous stressent particulièrement, puis s'y préparer. Dans le cadre de mon travail, comme conseillère en transfert, je vois souvent des producteurs agricoles qui me disent, tu sais, j'ai fait du foin toute ma vie, mais là, je suis rendue plus vieux, puis j'ai plus de misère à gérer cette période-là. Pourtant, j'ai plus d'expérience, mais j'ai plus de misère. Donc, c'est sûr qu'en sachant que ça, la période des foins, c'est un exemple que je vous donne, mais que la période des foins va être stressante, bien, il faut essayer de trouver des façons de se préparer. Bon, de se préparer, est-ce qu'on peut penser à trouver, bon, qui pourrait nous aider? Est-ce un voisin, un ancien producteur pourrait venir nous aider? On pourrait s'engager plus de petits gars? Quelque chose, essayer de trouver des façons, comment se préparer. C'est sûr que si la situation qui cause du stress, elle ne peut pas être évitée, il faut essayer de changer la façon dont on perçoit la situation. Dans le fond, si la situation, faire les fois, on va être obligé de le faire, bien, c'est sûr qu'on peut se rappeler finalement que l'année passée, puis l'année d'avant, puis l'année d'avant, on a toujours réussi à passer au travers. Peu importe le temps, on a toujours réussi à passer au travers. Donc, il faut se rappeler qu'on a réussi à passer au travers. Donc, des fois, c'est vraiment des façons de changer notre façon de penser pour faire en sorte que ça soit moins stressant. Des fois, on peut se parler pour se calmer aussi. Éviter de se préoccuper des choses qui échappent à tout contrôle, comme la température. Si on ne peut pas contrôler de quoi, c'est quand même qu'on regardera la météo 80 fois, on ne changera pas la météo. Donc, il faut être capable d'essayer de se préoccuper moins de ça, puis se concentrer sur ce qui peut être contrôlé. Puis j'ai envie de partager, pas, je ne veux pas faire ma religieuse, mais la prière de la sérénité, ceux qui la connaissent, ça disait, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, la, 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 la sérénité d'accepter d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Donc, souvent, ce qui est plus difficile, c'est de voir la différence entre ce qui peut être contrôlé et qu'est-ce qui ne peut pas être contrôlé. Mais quand on ne peut pas contrôler les choses, ça ne sert à rien de se stresser. Je sais que c'est facile à dire, mais quand même qu'on s'en fait, de toute façon, ça ne changera pas la situation. Donc, c'est vraiment important la question de la prière, de la sérénité, sans être religieux, mais de dire ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Un autre moyen pour apprendre à mieux gérer puis prendre soin de soi, c'est apprendre à dire non. À dire non. Quand on a des demandes qui sont faites, écoutez, il y a des gens qui ils ont de l'aide, des voisins vont demander de l'aide, vont demander pour aller faire du forfait à l'extérieur. Ils vont toujours dire oui, même s'ils n'ont pas le temps de le faire. Donc, ça, c'est vraiment fondamental, des fois, apprendre à dire non. On a donc peur de ne pas être aimé si on dit non. Sauf que si on dit oui à tout, tout le temps, ben ça finit par être difficile, puis ça finit par créer beaucoup de fatigue qui vont faire en sorte qu'on a plus de difficultés à prendre soin de soi. Se fixer des objectifs réalistes au travail et à la maison. Donc, c'est sûr que si on a à gérer, ça, je pense plus souvent aux femmes aussi, la charge mentale de beaucoup de femmes, parce que c'est encore une charge qui est encore majoritairement féminin. Mais des fois, il faut quand même être réaliste par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Puis quand même que ça ne sera pas tout à fait propre, pas tout à fait impeccable, c'est pas grave non plus, là. Il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un qui dit s'il y a quelque chose qui est vraiment fidèle dans la vie, c'est la poussière. Donc, ça, gardez ça en tête que la poussière, et puis que ce soit dans les bâtiments ou à la maison, il faut vraiment se fixer des objectifs qui sont réalistes. Ne pas essayer d'en faire plus que ce qui est possible aussi. Moi, je vois des gens, des fois, qui vivent beaucoup de stress, de difficultés, puis ils ont des listes immenses de travail qui sont à faire pour le mois suivant, pour la semaine qui s'en vient, pour la journée, là, c'est vraiment ça. Une question que je pose des fois, c'est qu'est-ce que vous pourriez vous permettre de ne pas faire dans cette liste-là pour vous faire en sorte que vous ayez moins de stress, moins de difficultés? Donc, qu'est-ce que vous pourriez ne pas faire? Bien, c'est sûr que tout est
important, tout est primordial, mais ça, c'est pas vrai dans la vie. Il y a des choses que si on ne fait pas, ça ne sera pas la fin du monde non plus. Donc, avoir une liste de choses à faire absolument aujourd'hui, 2 ou 3 items. Donc, aujourd'hui, si je réussis à faire telle chose puis telle chose, je vais être vraiment content. Surtout sur une entreprise, je sais, une entreprise laitière, combien il peut y avoir d'impondérables, combien il arrive de quoi. On rentre dans les bâtiments, il y a une bolle à l'eau, il y a une vache qui est en fièvre de lait, il arrive de quoi un village difficile. Je sais qu'il y a toujours des impondérables. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se donner une liste, de dire si je réussis à faire ça aujourd'hui, une chose, bien, je vais être quand même satisfait. Puis il y a des fois, des gens me disent aussi, j'ai rien fait aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait? Bien, j'ai juste géré des imprévus. Bien, même si on a géré juste des imprévus, on a quand même fait quelque chose parce qu'on a géré des imprévus. Donc, des moyens pour s'aider, faire une sortie familiale à chaque semaine. Donc, sa famille étant, ça peut être avec un conjoint, avec la famille, mais faire quelque chose qui nous sort de l'entreprise aussi. Ça, c'est vraiment des moyens pour prendre soin de soi. Parce que c'est ça, la vie sur une ferme laitière est très exigeante et c'est important d'être capable d'avoir des moyens et de prendre le temps. Si on attend d'avoir du temps pour d'avoir plus rien à faire pour prendre le temps, bien, ça n'arrivera jamais parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Donc, faire une sortie familiale, ça peut être un bon moyen. Apprendre à déléguer et pas attendre la perfection. Donc, c'est sûr que des fois, on ne peut pas déléguer quand on est tout seul, mais souvent, les gens ont des fois des employés, des fois, il y a de la relève et tout ça. Justement, hier, je rencontrais des jeunes de la relève avec le père, puis le jeune, il disait, mon père, il dit qu'il veut travailler moins, mais il ne délègue aucune responsabilité. Donc, c'est important d'apprendre aussi à déléguer pour être capable de se libérer un petit peu. C'est plus facile de le faire avec des choses qu'on aime moins au départ. Donc, ça, c'est un élément. Parler à d'autres agriculteurs aussi. C'est sûr que pendant la COVID, ça a été difficile parce qu'on ne pouvait pas échanger. Je dis agriculteur, c'est sûr que je parle d'agricultrice aussi, mais être capable d'échanger avec d'autres, pouvoir d'être capable d'évacuer, d'être capable de faire des choses pour être capable d'échanger. Je connais des producteurs qui vont déjeuner ensemble à tous les mercredis matins. Bien, ça permet d'échanger, puis ça permet des fois de relativiser les choses. Faire une activité physique ou changer les idées, peu importe les moyens que vous avez, qu'est-ce qui est important pour vous. Je sais qu'il y en a qui disent faire une activité physique, que je passe mon temps à marcher dans les tables. Je n'ai pas envie de faire une activité, mais faire quelque chose pour vous changer les idées, au moins quelque chose qui vous fait du bien. Puis prendre un matin de congé par semaine ou plus, c'est sûr que si on arrive à se reposer un peu plus, c'est plus facile finalement de pouvoir prendre soin de soi puis de vivre moins de stress. Donc, il y avait une petite brochure qui a été faite, qui s'appelait Cultiver la résilience par Financement agricole Canada avec beaucoup de collaborateurs, dont Pierrette Desrosiers. Puis c'était important d'augmenter, pour être capable de prendre soin de soi, d'augmenter son niveau de sérotonine. Donc, peut-être que c'est quelque chose, c'est peut-être la seule chose que vous pouvez retenir de la conférence aussi aujourd'hui, mais la sérotonine, c'est une hormone qui est sécrétée par le cerveau qui amène un sentiment de bien-être. Donc, le sommeil, le sourire, le sport et le social. Donc, les 4 S. Fait que si vous pensez à ça, dans le fond, avoir du sommeil, sourire, être capable d'avoir du plaisir quand même de temps en temps, faire des blagues, on parlait de l'humour tantôt, le sport, être capable de bouger bien puis de faire des choses, puis le social, pour avoir d'autres personnes, ça va vous aider finalement à prendre soin de vous puis à mieux vous sentir. Donc, en conclusion, je vais juste prendre les grandes lignes. La démotivation après un projet est normale. Donc, il faut s'en occuper pour pas que ça reste, parce que c'est sûr que si ça reste longtemps, ça va devenir pas correct. Mais la plupart du temps, je vous dis, ça prend une bonne période d'adaptation. Puis, il ne faut vraiment pas lâcher. Il faut vraiment rester optimiste là-dessus. La cogestion va exiger certains ajustements qui sont à faire de façon à tous les jours au niveau d'un nouveau projet, mais au niveau de fonctionnement d'entreprise. Il faut prendre les moyens pour gérer les conflits au fur et à mesure et pas les laisser traîner. Chacun doit prendre soin de soi, faire attention au stress. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment sournois, le stress, mais qui vraiment brûle énormément d'énergie. Puis rechercher l'équilibre dans toutes les sphères de sa vie. Ça peut être un projet en soi. C'est facile à dire, rechercher l'équilibre, mais c'est les gens qui sont mieux dans leur peau, qui sont plus heureux, ce sont les gens qui arrivent à avoir un certain équilibre dans toutes les sphères de leur vie. Donc, je vous remercie.